Je vous parle premièrement de la grève chez Post Canada qui risque de mettre le chaos dans les livraisons pour le Black Friday puis pour le temps des fêtes. Je vais également clarifier une confusion fréquente par rapport aux sociétés d'État comme Hydro-Québec ou la SAQ. Et finalement, je vais aborder la création d'une nouvelle société d'État qui est l'Agence de santé Québec qui commence avec une mission d'économiser 1 milliard de dollars dans le système de santé publique. Donc, on commence avec un gros défi. Mais tout d'abord, je veux faire une petite parenthèse sur la dépréciation du dollar canadien vis-à-vis le dollar US. Comme j'avais anticipé dans les épisodes précédents, le taux de change, il a maintenant dépassé 1,40. Je pense qu'on n'est pas loin de 1,41, ce qui est très bon pour ceux qui exportent leurs produits aux États-Unis parce que c'est avantageux pour les acheteurs américains avec la conversion en dollars canadiens. Par contre, de notre côté, c'est sûr que ça coûte cher de convertir en dollars US. Donc, si vous importez du stock des States ou si vous devez convertir du Canadien en US pour investir, par exemple, c'est sûr que là, ça fait une grosse différence. Dites-vous qu'un produit qui est affiché à 500 US, ça va vous revenir à plus de 700 canadiens. Et à l'inverse, disons que vous convertissez 500 canadiens en dollars américains, ça va vous donner seulement 355 US. Donc, à 1,40, c'est un taux de change qui est très désavantageux pour nous. Mais à mon avis, comme je vous dis, on n'est pas loin du sommet par rapport au taux de change entre ces deux devises-là. Quoique, d'ici 6 mois, je ne serais pas non plus surpris de voir 1,43, 1,44. Encore une fois, ça dépend vraiment des prochaines décisions de la Fed vis-à-vis le taux directeur aux États-Unis. Tu sais, de notre côté, je pense que c'est assez prévisible que la Banque du Canada va continuer d'accumuler les baisses des taux d'intérêt. Donc, c'est à savoir si la Réserve fédérale américaine va diminuer son taux directeur de son côté ou si plutôt elle va maintenir les taux d'intérêt autour du niveau actuel. Et c'est vraiment ça qui va influencer la direction du taux de change entre le dollar canadien et le dollar US. Et maintenant, on peut tomber un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je veux vous parler de la grève chez Post Canada, puis en même temps, je veux prendre le temps d'expliquer en quoi consiste une société d'État parce que j'ai l'impression qu'il y a de la confusion par rapport à ça puis qu'il y a bien du monde qui pense que ce sont les contribuables qui financent les services des sociétés d'État comme la SAQ ou Hydro-Québec quand dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Premièrement, en ce qui concerne la grève des facteurs chez Post Canada, on parle d'environ 55 000 employés qui sont en grève actuellement. Évidemment, les moyens de pression vont créer des perturbations et des retards dans la livraison des colis. Et on s'entend qu'ils font ça à un moment assez critique de l'année, c'est-à-dire que Noël s'en vient dans un mois et la semaine prochaine, c'est le vendredi fou, le Black Friday. Donc, pour tous les business, surtout les petites moyennes entreprises qui dépendent de Post Canada pour leur shipping, leur livraison, c'est sûr que la grève, ça va amener beaucoup de problèmes du côté logistique. Et encore une fois, le conflit de travail entre le syndicat et les employeurs, c'est principalement du côté de la rémunération, c'est-à-dire que les facteurs, ils veulent des salaires plus élevés. Ils parlent également de la longueur des routes, des trajets qu'ils ont à faire à pied, tous ces éléments-là, mais c'est surtout une question de salaire. Il faut regarder du côté des nouveaux employés chez Post Canada qui commencent autour de 22$ de l'heure. Tu sais, le syndicat, il demande en fait un rattrapage salarial avec une augmentation de salaire. On parle de 22% sur 4 ans. Et bref, on peut constater que ça va mal du côté des services de transport et de distribution au Canada. Je vous rappelle que la semaine passée, c'était les débardeurs dans le port de Montréal qui étaient en grève. Ensuite de ça, le gouvernement ils ont intervenu pour les forcer à retourner au travail. Avant ça, c'était les employés dans les compagnies de chemin de fer. Puis à noter que pour le moment,
on ne parle pas d'arbitrage exécutoire, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, il ne compte pas intervenir pour forcer le retour au travail du côté de Post Canada. Et la raison derrière ça, c'est assez simple, c'est que la grève chez Post Canada, ça n'a clairement pas autant d'impact économique que l'arrêt des activités sur le port de Montréal ou encore l'arrêt au niveau du transport ferroviaire à travers le pays. En fait, c'est même pas comparable. Post Canada, oui, il transporte des colis, mais c'est pas des matières premières, c'est pas de la grosse marchandise non plus. Donc, c'est clair que ça n'a pas du tout les mêmes conséquences sur l'économie, mais quand même, c'est quelque chose de très moche pour les PME qui, eux, dépendent en grosse partie de Post Canada pour la livraison de leurs produits. Et tout ça pour dire qu'au final, pour moi, les grèves, c'est juste comme un symptôme d'un problème beaucoup plus large qui est en fait la pression sur les salaires dans un environnement où tout coûte de plus en plus cher. Avec l'inflation des 2-3 dernières années, c'est sûr qu'au niveau de leur rémunération, les employés ont l'impression que c'est plus suffisant, c'est-à-dire que leur salaire n'a pas suivi l'augmentation du coût de la vie, et ça découle du fait que leur pouvoir d'achat s'est détérioré parce que l'argent a perdu de la valeur, et par le fait même, leur budget est devenu plus serré. Et c'est pour ça qu'on voit un certain nombre de grèves. Les grèves se multiplient parce que les employés revendiquent le droit à de meilleures augmentations salariales simplement pour maintenir leur rythme de vie, leur qualité de vie avec justement l'augmentation du prix du panier d'épicerie, le logement, tout ça. Donc, c'est une des raisons majeures derrière les nombreuses grèves qu'on entend parler récemment. Et sinon, comme j'ai dit tantôt, je veux vous expliquer c'est quoi une société d'État et comment ça fonctionne. Première des choses, il faut savoir qu'une société d'État, c'est une entreprise qui est créée par le gouvernement dans le but de fournir des produits et des services qui sont considérés comme d'intérêt public. On peut penser à l'électricité avec Hydro-Québec ou à l'alcool avec la SAQ. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement détient la totalité ou la majorité des parts de l'entreprise et chaque société d'État a un mandat précis qu'elle doit atteindre. Par exemple, le mandat primaire de Post Canada, c'est d'offrir des services postaux accessibles à tous les Canadiens, même ceux qui sont dans des régions plus éloignées. Et au niveau des finances, les sociétés d'État sont théoriquement autosuffisantes, c'est-à-dire que, règle générale, leurs revenus proviennent de la vente de leurs produits ou services et qu'elles arrivent aussi à générer des profits au bout de l'année. Évidemment, étant donné que le gouvernement, c'est l'actionnaire des sociétés d'État, une partie ou la totalité des bénéfices sont remis au gouvernement sous forme de dividendes. Par exemple, à chaque année, la SAQ, elle verse des centaines de millions de dollars au gouvernement du Québec. Par contre, dans le cas où les revenus de la société d'État ne suffisent pas pour leur permettre de remplir leur mandat, elles peuvent quand même recevoir des subventions ou du financement directement de la part du gouvernement. Par exemple, pour la première moitié de 2024, Post Canada affiche des pertes d'exploitation de 490 millions de dollars. Et au fait, Post Canada, c'est pas vraiment une entreprise très rentable. Si on regarde depuis 2018, on parle de pertes qui dépassent maintenant 3 milliards de dollars. Donc, en étant dans le trou de même, on peut comprendre pourquoi ils sont un peu réticents à augmenter le salaire des facteurs. Et bref, quand une société d'État est profitable, c'est sûr que c'est bénéfique pour le gouvernement, mais dans le cas inverse, le gouvernement est tenu de fournir un soutien financier et le raisonnement derrière ça, c'est que oui, la profitabilité, c'est un des objectifs d'une société d'État, mais c'est pas le mandat prioritaire. Dans le cas de Post Canada, le gouvernement il continue de couvrir les pertes pour que Post Canada continue de maintenir la livraison de courrier dans des zones plus éloignées, même si c'est pas rentable de le faire. Donc, si vous vous demandez si ce sont les contribuables qui financent les sociétés d'État,
La réponse rapide, c'est non. Parce qu'en fait, Hydro-Québec, l'Auto-Québec et la SAQ, ça rapporte annuellement des milliards de dollars au gouvernement du Québec. Par contre, si on regarde le cas spécifique de Post Canada, étant donné qu'eux autres, ils opèrent à perte, on pourrait dire que oui, dans ce cas-là, les contribuables supportent indirectement la société d'État du fait que le gouvernement assume leur déficit et que l'argent du gouvernement, évidemment, elle provient des taxes et des impôts. Mais honnêtement, Post Canada, c'est un peu l'exception à la règle parce que la plupart des sociétés d'État sont vraiment dans des secteurs stratégiques puis génèrent du gros fric à chaque année. T'sais, à titre d'exemple, l'année passée, Hydro-Québec, ils ont réalisé un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars. T'sais, c'est des gros revenus pour le gouvernement qui est actionnaire de ces sociétés-là. Et pour terminer, je vais vous parler de Santé Québec, qui est une nouvelle société d'État qui va commencer officiellement ses activités à partir du 1er décembre et qui va être responsable de gérer l'ensemble du réseau de la santé publique au Québec. Et l'idée, en fait, de cette réforme-là, c'est de centraliser l'administration des CIUS et des CI3S pour optimiser la gestion du réseau. Et là, la première mission de la PDG chez Santé Québec, ça va être de trouver des manières d'économiser environ 1 milliard de dollars dans le réseau de la santé. Il faut comprendre que le gouvernement il demande à toutes ces sociétés d'État de respecter leurs cibles budgétaires. Encore une fois, l'objectif de ça, c'est de réduire le déficit du Québec. Donc, le premier mandat de Santé Québec, en fait, c'est d'éliminer l'équivalent de 1 milliard en dépenses. Et là, il faut arriver à faire toutes ces coupures-là sans affecter négativement les services aux usagers. Et pour moi, ben ça, c'est mission impossible. Je veux dire, la majorité des dépenses dans le réseau de la santé, ce sont des salaires. Tu sais, même si tu fais des compressions uniquement dans le département administratif, ça va quand même finir par avoir un impact sur la qualité des services au niveau de la population. Il faut comprendre qu'on ne cherche pas non plus à couper 2-3 millions ici et là. On veut couper 1 milliard dans le secteur de la santé publique. S'il y a bien une place qui est déjà en difficulté au Québec, c'est le réseau de la santé. Dites-vous qu'au public, le délai pour voir un médecin spécialiste s'est rendu 14 mois. T'sais, normalement, s'il faut que tu ailles voir un spécialiste, c'est parce que tu as déjà eu un rendez-vous avec ton généraliste, ton problème dépasse son champ d'expertise, tu as déjà essayé un paquet de traitements puis ça ne fonctionne pas, il t'a donné une requête, puis là, après tout ça, il faudrait que tu attendes encore plus qu'1 an avant même de voir le médecin spécialiste. Tu sais, pour moi, ça fait aucun sens, dans le sens que c'est inconcevable, cette attente-là. Moi, dernièrement, il fallait que j'aille consulter un ORL pour mes codes vocales. Puis, tu sais, je suis passé par le privé pour accélérer le processus. Puis, tu sais, en dedans d'1 mois, j'avais eu mon rendez-vous avec, puis c'était réglé. Bref, pour moi, la création de Santé Québec, ça soulève des questions fondamentales sur la manière dont on gère le réseau de la santé publique au Québec parce que, oui, centraliser la gestion, ça peut permettre de réduire certaines inefficiences. On le voit souvent dans le cas où il y a une fusion entre 2 entreprises puis qu'on centralise l'administration pour que ce soit plus rentable et efficace. Mais de là à croire qu'on peut économiser 1 milliard de dollars sans nuire au service, tu sais, ça me paraît un peu irréaliste comme défi. Et ça m'amène à me demander si on ne devrait pas plutôt s'attaquer aux problèmes à source, c'est-à-dire le manque de médecins, le manque d'infirmières puis de personnel de soutien. Tu sais, au fait, il y a une idée qui fait pas mal jaser ce temps-ci, c'est celle de forcer les médecins à travailler dans le secteur public pendant quelques années avant d'avoir la liberté de pratiquer au privé. Et est-ce que c'est fair d'imposer ça aux nouveaux médecins? Plus ou moins, mais il faut quand même considérer dans l'équation que leurs études sont indirectement subventionnées par les contribuables. Parce que les universités qui offrent des programmes de formation en médecine comme l'UDEM ou l'Université McGill, elles reçoivent des subventions publiques de la part du gouvernement du Québec
pour gérer leur opération, y compris la formation des futurs médecins, et c'est sans compter les frais de scolarité qui sont beaucoup plus bas au Québec et qui sont loin de couvrir en fait le coût réel, le coût total de la formation. Et encore une fois, la différence au niveau des coûts, elle est en grande partie subventionnée par l'État. Donc, considérant tout ça, ça reste une discussion qui me paraît légitime. Ce serait potentiellement une stratégie qui pourrait aider à réduire les délais dans le réseau public et qui pourrait également offrir un meilleur accès aux soins de santé pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au privé. Au final, la question, c'est pas juste d'essayer de couper des dépenses ou de changer la structure administrative. Pour moi, c'est de savoir si c'est réellement possible de bâtir un réseau de santé qui peut être accessible à tout le monde tout en restant efficace. Tu sais, je suis peut-être un peu trop pessimiste vis-à-vis l'avenir du réseau de la santé publique, mais malheureusement, moi je pense que Santé Québec, ça va devenir un exemple de société d'État qui va avoir de la misère à remplir son mandat. Et sur ce, j'espère que vous avez appris un peu sur les sociétés d'État. J'espère que vous avez trouvé l'information pertinente. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.